Depuis le début de l'année, une question est sur toutes les lèvres. Est-ce que la high-tech israélienne se porte mal ? Ici Eliana Gurfinkiel de Studio Kalita. Makoré, c'est le podcast pour mieux comprendre Israël et le monde juif. Le 4 novembre 2009 paraissait le livre Startup Nation de Dan Senor et Saul Singer. En un peu plus de 300 pages, les deux auteurs expliquaient la façon dont le petit pays qu'est Israël était devenu l'un des centres mondiaux des sociétés de nouvelles technologies. Depuis, le nom Startup Nation est devenu un synonyme de l'État d'Israël. Le monde du high-tech est devenu omniprésent en Israël. On parle en permanence de créativité, d'innovation et de nouvelles technologies. Plus encore, cette partie de l'écosystème israélien est surnommée aujourd'hui en hébreu HaKatar, la locomotive de l'économie blanc-bleu. 25% des recettes de l'impôt sur le revenu viennent de ce secteur. Plus encore, il y a aujourd'hui 87 licornes israéliennes, ces sociétés évaluées à plus d'1 milliard de dollars. Et l'année 2021 a vu l'entrée en bourse de 60 sociétés israéliennes différentes, du jamais vu. Travailler dans le high-tech est ainsi devenu le rêve des nouvelles générations. On parle de salaires bien plus élevés que la moyenne, de conditions de travail très avantageuses et bien entendu du prestige de faire partie de l'aventure tech. La consécration a sûrement été la représentation de ce monde bien particulier dans la célèbre émission satirique israélienne Eretz Nehederet. Elle a présenté en novembre dernier Webos, une start-up répondant à tous les clichés et stéréotypes du monde de la tech. Webos, we connect people. We make community for a better world of changes. Pourtant, ces derniers mois, des données moins encourageantes voient le jour. Plusieurs sociétés israéliennes entrées en bourse quelques mois plus tôt ont vu leur valeur chuter de plus de 80%. J'ai demandé à Cynthia Fitoussi, elle est partenaire associée de Seed IL, qui est un fonds de capital risque spécialisé dans l'investissement dans les startups israéliennes en phase d'amorçage, de nous expliquer cet univers incontournable. Cynthia Fitoussi, comment expliquez-vous la réussite du high-tech israélien ? C'est difficile de le résumer parce qu'il y a tellement de choses en fait et très souvent c'est vrai qu'il y a beaucoup de délégations qui viennent chaque année en Israël pour essayer de comprendre les secrets de la Startup Nation et comment est-ce qu'on peut reproduire ce qui se passe en Israël, etc. Mais je crois que les ingrédients sont tellement spécifiques que c'est difficile de le reproduire. Ce que je peux vous dire de mon analyse, c'est d'abord que le gouvernement israélien a toujours énormément encouragé l'entrepreneuriat. Et donc, il y a eu d'abord les incubateurs, ensuite les accélérateurs. Il y a toutes sortes de programmes de la Israeli Innovation Authority qui donnent des prêts sans dilution. Il y a vraiment énormément de support, on va dire dans le terme anglais, pour les entrepreneurs. Ensuite, il y a le fait que Israël est un pays avec très peu de ressources naturelles. Il faut quand même se rappeler que c'était un désert il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ça crée une certaine créativité, ça oblige à une certaine créativité de la part des habitants du pays pour pouvoir s'en sortir, tout simplement, que ça soit au niveau sécuritaire, que ça soit au niveau de l'agriculture, que ça soit au niveau médical. Il a fallu inventer plein de solutions et ça, c'est aussi très spécifique à Israël et on ne peut absolument pas se reposer sur nos lauriers. Enfin, c'est vraiment la spécificité du comportement et de l'attitude et de la personnalité de l'entrepreneur israélien. À la fois sa résilience, sa résistance et le fait qu'il sache toujours se relever de ses échecs et recommencer, prendre des risques, être ambitieux, voire tout de suite très très grand. Le fait qu'on soit une nation d'immigrants, c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est savoir tout recommencer à zéro. Donc ça, c'est quand même très spécifique à Israël. Tsahal a-t-il un rôle dans tout ça ? Évidemment, l'armée, c'est aussi là que on a vraiment appris la plupart des technologies. Les unités 81, 8200 sont évidemment les meilleures écoles, on va dire, de programmation, de cyber qu'on puisse trouver au monde aujourd'hui. Et sans oublier, bien sûr, tous les combattants, avec tout ce qu'ils apprennent en étant combattants, en ayant sous leur direction à l'âge de 18-20 ans des centaines de soldats, en prenant des risques, en prenant des décisions. À côté, avoir une start-up, c'est presque une blague. Mais tout n'a pas toujours été rose pour le high-tech israélien. Rudy Lezer, serial high-techiste qui travaille dans le monde du high-tech depuis sa création, il y a un peu plus de 30 ans, nous parle des différentes crises qu'il a vécues. La première crise que j'ai vécue était celle en 98, et je pense qu'il y en a très peu qui s'en souviennent. C'était pas une grande crise économique, mais c'était une crise qui venait des pays asiatiques, la Corée, le Japon, etc., où pas mal de sociétés israéliennes à l'époque dans les télécommunications ont perdu une grande partie des marchés et des développements qu'ils avaient. Et donc une toute petite industrie ébranlée pas par une crise mondiale, mais une crise relativement locale. Et les deux crises
crise principale, la plus importante en 2001-2002, ce qu'on a appelé à ce moment-là les dot-com, et en 2008, une crise économique mondiale, ce qu'on s'est appelé à ce moment-là avec les Lehman Brothers, etc. Mais en fait, la high-tech israélienne, elle est très influencée par les marchés mondiaux. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que cette industrie vend très très peu, je dirais, en Israël, mais les clients, les marchés sont à l'extérieur, sur des pays, je dirais, occidentaux, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, certains pays d'Asie du Sud-Est. Et on voit, je veux dire, dès qu'il y a un ébranlement économique, comme on dit un petit peu en hébreu, je veux dire, quand les États-Unis s'enrhument, ici on risque de rentrer dans le coma. Donc c'est un petit peu ce qui se passe. Rudy, en quoi ces crises-là ont beaucoup affecté l'écosystème israélien ? On a vu des sociétés qui n'ont pas été capables de soutenir, qui ont fermé leurs portes. On a vu beaucoup de gens, malheureusement, on a vu des vagues de licenciements. On a vu des gens qui sont restés en dehors du système pendant pas mal de temps. Donc on a vu une industrie qui était très attirante et florissante, mais dès qu'un coup se passait, dès que les sociétés en elles-mêmes avaient du mal à tenir leur cap ou à avoir des investissements ou à vendre à leurs clients, une crise assez importante qui se reportait directement sur la société israélienne. Comment cette société, à plusieurs reprises, a réussi à se relever ? Je pense qu'ici, les gens ont une espèce de souplesse au niveau de l'emploi. Les gens savent s'adapter. Je dirais quasiment les gens s'adaptent à toutes les crises. Les crises se ressemblent-elles ? Je pense pas qu'on puisse comparer une crise à une autre. Les conséquences étaient différentes. Le modèle un petit peu des sociétés, si on crée à ce moment-là, moi j'ai eu l'expérience de créer des startups depuis le tout début jusqu'à où on a eu la chance de les mettre en bourse, etc. Finalement, on crée quelque chose de nouveau, on crée quelque chose qui n'existe pas et on veut intercepter un marché. Donc, pendant un certain laps de temps, on utilise de l'argent qui vient d'investisseurs, de différents investisseurs, venture capitalistes, d'autres, d'angels, etc., etc. Et cet argent, on l'utilise en le perdant, ce qu'on appelle dans notre jargon en brûlant cet argent, de façon à intercepter un marché et qui est supposé arriver sous un certain nombre d'années, un marché assez grand pour attirer ces investisseurs. Maintenant, à partir du moment où ce capital n'est plus là, où la société n'est pas capable de vivre de ses propres revenus, c'est-à-dire d'avoir du profit, dans ce cas-là, elle rentre dans une véritable crise et c'est ce qu'on a vu. Ce serait ça la crise d'aujourd'hui ? Je pense que c'est ce qu'on est en train de voir actuellement également. On a vu énormément d'argent sur le marché pendant les 2-3 dernières années. Je pense à un rebond de l'industrie israélienne au niveau de la high-tech qui a surpris tout le monde juste après la corona et pendant la corona. Il y a des changements de société qui ont permis aussi à certaines sociétés d'offrir leurs produits. Donc beaucoup d'argent qui est très très facile à lever, à ramener, et des sociétés qui prenaient cet argent, l'utilisaient pour intercepter un marché. Maintenant on arrive, je pense, dans un moment où cet argent il va devenir beaucoup beaucoup plus cher ou inexistant. Et de ce fait-là, une partie des sociétés vont devoir montrer comment elles deviennent ce qu'on appelle profitable, comment elles sont capables de faire du profit, comment elles sont capables de vivre de leurs propres revenus. Et pour certaines sociétés qui sont déjà établies, qui ont des produits qui les vendent, elles doivent se restructurer certainement d'une façon ou d'une autre, certaines non. Et des sociétés qui sont plus petites et qui devaient lever de l'argent vont avoir plus de problèmes à lever de l'argent. Comme Rudy Lézère nous l'a fait remarquer, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est bien entendu le financement de ces sociétés. Mais qui sont donc ces investisseurs qui se lancent dans l'aventure et qui soutiennent financièrement les startups ? Cynthia Fitoussi, comment les sociétés de high-tech sont-elles financées ? Là, ici, on parle donc de l'investissement dans des startups, donc qui sont des sociétés souvent avec une technologie et qui ont plusieurs stades de maturité dans lesquels des investisseurs vont venir et financer la startup effectivement à divers stades. Quels sont donc ces stades de financement ? Premier stade, c'est ce qu'on appelle le stade de l'idée. Donc, quand la startup arrive avec un PowerPoint, une idée, une équipe éventuellement, un fondateur, 2 fondateurs et une idée. En général, qui finance ça ? C'est ce qu'on appelle les Friends and Family and Full, FFF. Pourquoi Full ? Parce qu'en général, c'est tellement tôt dans l'histoire qu'il y a toutes les chances que ça n'aboutisse pas. Et en général, ça va être donc justement les très proches des fondateurs qui vont être amenés à aider et à financer les premiers 50, 100 000 $. Ensuite, on va avoir une phase qui s'appelle la phase de pré-seed, donc la phase pré-amorçage en français, qui est un petit peu plus qu'une idée. Donc là, on a quand même un produit qu'on peut montrer, on peut faire une démo du produit et on a même peut-être éventuellement commencé à faire un pilote avec des premiers clients de la solution. Si on parle de software, ça peut être donc un software qui a déjà été proposé à une entreprise qui pourrait être client. Éventuellement, pour l'instant, il n'y a pas encore de revenus. Ce sont des tests plutôt, ce qu'on appelle donc des pilotes. Ça, c'est le pré-seed. À la phase de pré-seed, il peut déjà y avoir des fonds d'investissement spécialisés dans le pré-seed qui rentrent. Après, on parle de seed, c'est ça ? La phase d'amorçage ? Oui, il va y avoir déjà des premiers clients, peut-être des premiers revenus, quelques dizaines de milliers de dollars en général par mois, si on parle d'un logiciel avec des souscriptions mensuelles, par exemple. Et c'est une phase dans laquelle, à nouveau, nous, Seed.IL Ventures, on va rentrer avec d'autres fonds, très souvent, d'autres fonds de venture capital qui peuvent être des fonds israéliens ou des fonds étrangers
Et ensuite vont se succéder toute une série de financements, série A, série B, série C, ça peut aller jusqu'à série D, E, F même, jusqu'au moment où cette start-up va soit intéresser des fonds de private equity qui vont arriver vraiment quand la start-up a déjà plusieurs millions de dollars de revenus et vont vouloir rentrer à ce moment-là, soit elle va faire une exit, soit elle va être listée et donc cotée en bourse et faire ce qu'on appelle une IPO. Est-ce qu'un fonds d'investissement prend part aux décisions de la société dans laquelle il investit ? Il y a tous les cas de figure qui existent, mais c'est vrai que ce qui est souhaitable, pour en tout cas si je me mets à la place d'une start-up et qu'une start-up peut choisir ses investisseurs, elle a tout intérêt à choisir des investisseurs, ce qu'on appelle du smart money, donc des investisseurs qui vont lui apporter de la valeur en plus de l'argent, donc qui vont pouvoir l'aider dans sa stratégie, qui vont pouvoir lui faire toutes sortes de mises en relation avec des clients, avec des potentiels recrutements, avec d'autres fonds justement pour l'aider à se financer dans le futur. C'est vraiment quelque chose d'important. Après, être au board ou ne pas être au board, ça dépend un petit peu de la participation du fonds. Si par exemple, en phase de seed, on va dire qu'il détient autour de 5% et plus, il est assez classique qu'il ait une place au board, donc au conseil d'administration, et qu'il ait des droits de vote, mais ça peut parfois être simplement une place d'observateur dans ce board, ou même pas du tout. Parfois, il y a plusieurs fonds qui n'ont pas du tout de place au board et qui en sont tout à fait satisfaits, mais en revanche, ils vont bien sûr avoir un droit d'information, ils vont comprendre ce qui se passe dans la start-up pour essayer de l'aider au maximum et de la monitorer. Mais comment vous décidez d'investir ou pas dans une start-up ? Pour vous donner une petite idée, on reçoit entre 800 et 1000 dossiers chaque année de start-up, donc de fondateurs de start-up qui viennent nous voir et qui nous demandent si on serait d'accord pour les financer à cette étape seed ou pré-seed. Et au final, on investit dans moins de 1% des start-up, des dossiers de start-up qu'on reçoit. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Donc déjà sur la base du dossier. Donc, les startups nous envoient ce qu'on appelle un deck ou un dossier de présentation, qui est un PowerPoint d'une vingtaine, trentaine de pages, dans laquelle ils vont décrire qui est l'équipe, quel est le produit, à quel problème ça répond, quelle est la technologie, quel est le marché sur lequel ils sont, qui sont leurs concurrents, quel est leur business plan, quels sont leurs projets pour l'année à venir et combien ils lèvent. Donc ça, c'est plus ou moins le plan que vous allez retrouver dans toute présentation. Et quel est votre mode de fonctionnement à SeedIL ? On a nos propres critères, on a notre propre stratégie d'investissement. Par exemple, nous, on investit uniquement en B2B, donc des startups qui s'adressent elles-mêmes à des entreprises qui ne sont pas du B2C, donc des startups qui s'adressent aux consommateurs. Disons par exemple Waze, c'est du B2C. Nous, on ne va pas regarder une startup comme celle-là parce que aujourd'hui, nous, on est vraiment focalisé sur des startups qui vendent à des entreprises. Ensuite, on va aller regarder le secteur dans lequel elles se trouvent. Autre exemple, nous, on n'investit pas, par exemple, dans des appareils médicaux. Même si c'est de la technologie et c'est israélien, on ne va pas investir là-dedans, mais on va investir dans de la santé digitale. Après, donc, il y a une question de secteur. Ensuite, il y a une question de stade de maturité, comme on en parlait tout à l'heure. On ne veut pas l'étape d'idée, c'est trop tôt pour nous, mais on ne veut pas non plus la série A. À partir de la série A, série B, etc., ça va être trop tard pour nous. Donc, on est vraiment aussi en stade d'investissement. Donc, sur la base du dossier, déjà, on va éliminer une grosse partie des startups et à la fin, sur ces 800 à 1000 dossiers, on va en rencontrer 150 à peu près en face-à-face, en face-to-face. Sur cette première rencontre qui dure environ 40-45 minutes, on va décider si on a envie de poursuivre. Cynthia Fidoussi me parle alors de l'importance du facteur humain et de son impact sur la prise de décision. On a tout un processus de sélection qui se base énormément sur la qualité de l'équipe fondatrice parce qu'à ce stade-là, ça repose énormément sur sa qualité, sur sa faculté d'exécution, sur à quel point est-ce qu'ils vont être capables de mettre en place l'idée qu'ils ont élaborée. Et donc, quelle est leur légitimité à le faire? Quel est leur background? Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'armée? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est leur expérience professionnelle? Comment ils s'entendent entre eux? Comment ils s'entendent entre eux? Oui, il faut savoir que c'est une des premières raisons d'échec de start-up, c'est la mésentente entre les fondateurs. Donc, toutes ces choses-là, on va les vérifier. En plus, bien sûr, de l'analyse de la concurrence, du marché. Est-ce que c'est un marché suffisamment grand? Est-ce que c'est un marché en croissance? Est-ce qu'ils se différencient suffisamment de leurs concurrents? Et toutes sortes de questions comme ça. Donc, oui, on regarde les chiffres, mais à ce stade-là, beaucoup plus que les chiffres, c'est vraiment l'équipe fondatrice. Mais il y a un comité d'investissement aussi. On est 7 dans ce comité d'investissement, dont moi-même et mon associé, plus 5 autres membres qui sont de background assez variés, à la fois du monde du venture capital, des entrepreneurs eux-mêmes qui ont réussi, des personnes vraiment très tech et donc qui sont capables de vraiment juger des technologies elles-mêmes. Et ensemble, on va faire passer les startups qui nous intéressent, elles vont venir pitcher au comité d'investissement et ensemble, on va décider à l'unanimité d'investir ou pas dans les startups après avoir fait toutes sortes de vérifications,
aussi d'ailleurs au niveau personnel, en ce qui concerne les fondateurs, sur leur comportement dans le passé, sur leur réputation sur le marché, et on va vérifier toutes sortes de choses pour à la fin décider donc d'investir dans la crème de la crème, 6-7 startups par an maximum. Pouvez-vous me donner l'exemple d'une startup dans laquelle vous avez investi ? Nous, on a investi dans 27 startups en tout depuis 2014, donc j'ai énormément d'exemples bien sûr à donner, et puis on en a 4 aujourd'hui qui ont fait des exits, donc qui ont été revendus. Mais je vais vous donner un exemple peut-être assez simple d'une startup qui est en B2B principalement, mais qui existe aussi en B2C, puisque vous pouvez la downloader sur votre téléphone. Et si vous avez un iPhone, aujourd'hui, quand vous allez regarder la météo sur l'application de la météo d'iPhone, vous allez voir que vous avez aussi une information concernant la qualité de l'air ou la pollution. Et ça, c'est une donnée qui est partagée par Apple grâce à la startup dans laquelle on a investi qui s'appelle Breezometer. On a investi dans cette startup en 2015. Et en fait, c'est la startup qui est donc aujourd'hui reconnue par les plus grands, comme je disais, Apple, mais aussi beaucoup d'autres géants et multinationales du monde entier, qui incorporent cette donnée sur la qualité de l'air et sur la pollution à l'endroit où vous vous trouvez, au moment où vous vous trouvez, et qui est extrêmement dynamique. Donc, vous allez être en voiture et ça va vous dire, par exemple, là, précisément à cet endroit où vous trouvez, la qualité de l'air est mauvaise, fermez votre fenêtre. Faites recycler l'air de votre voiture. Ou bien, vous allez être chez vous, vous avez un purificateur d'air de chez Dyson. Eh bien, Dyson a incorporé la donnée de Breezometer pour vous dire de la même manière, attention, l'air dehors, là où vous trouvez maintenant, est très mauvais, fermez les fenêtres. Et ça peut être encore plein d'autres sociétés qui aujourd'hui ont incorporé cette donnée et ça a été une démocratisation complète. Et c'est une start-up dans laquelle on est rentré quand il y avait vraiment 2-3 personnes dans l'équipe, une idée plus, on va dire, et quelques tout débuts de revenus et de pilotes, et puis qui aujourd'hui est une entreprise de taille extrêmement importante avec une centaine d'employés, basée à Haïfa. Ce sont des ingénieurs du Ternion. Mais il y a des pertes pourtant. Comment faites-vous pour faire des bénéfices ? Évidemment, plus on est tôt dans l'histoire de l'entreprise, plus les chances sont importantes que l'entreprise ne réussisse pas. Puisqu'on est, comme on le disait, un petit peu plus que l'étape d'une idée. Il y a toutes les chances, on va dire, que cette start-up n'y arrive pas. Aujourd'hui, dans les chiffres, on dit qu'entre 10 et 20% des start-up vont vraiment arriver au bout et vont pouvoir arriver à être revendus ou faire une IPO, et toutes les autres vont échouer quelque part. Donc, il faut bien comprendre que c'est un peu la règle ce qu'on appelle la règle des 20-80. On va dire à peine 20% des startups font 80% du succès. C'est pour cela que des fonds comme le nôtre existent. L'idée d'un fonds, c'est justement de ne pas investir dans une start-up et donc de mettre tous les œufs dans le même panier, mais d'investir donc dans justement un portefeuille ou un panier de start-up, ce qui permet une diversification du risque, puisque une va peut-être rater, mais une autre va réussir et ça va se compenser, et on l'espère beaucoup plus que compenser d'ailleurs, puisque celle qui va réussir va vraiment permettre de donner des multiples de retour sur investissement qui peuvent être entre x5 et x10, enfin 5 à 10 fois l'investissement de départ de l'investisseur. En ce qui nous concerne, pour vous donner une petite idée, sur les 27 startups dans lesquelles on a investi, on en a donc 4 qui ont fait donc des exits, qui ont été revendus à des grands groupes, et on en a 3 qui ont fermé. Et toutes les autres, donc 20 aujourd'hui, sont encore des startups actives qui ont levé des tours successifs, séries aujourd'hui C, D, etc. et qui pourraient, on l'espère, soit faire des IPO, soit des exits. On a beaucoup parlé dernièrement des produits qui ont été cotés en bourse, bien qu'il semblerait qu'ils soient moins révolutionnaires que prévu. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez voir à votre niveau ? Oui, bien sûr. Déjà, on peut voir à quel point, effectivement, c'est la technologie. Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée ou est-ce que c'est facilement copiable, par exemple ? C'est quelque chose qui fait exactement, qui nous aide à savoir si la valorisation est justifiée ou pas. Est-ce que l'équipe est justement d'un niveau extrêmement élevé qui, ça aussi, nous permet parfois de justifier de certaines valorisations. Nous, on a tendance on n'a jamais investi, même l'année dernière où vraiment il y avait, en 2021, on a vu des tours de table et donc des valorisations énormes sur la base parfois de présentation. On n'a jamais aimé tellement ça. On a toujours vraiment voulu raison garder et on a toujours pensé qu'il y avait des limites, on va dire, de valorisation maximum sur certains stades. Cynthia Fitoussi l'a mentionné à plusieurs reprises. Aujourd'hui, quand on parle de société high-tech, on parle aussi d'IPO, d'entrée en bourse. C'est quelque part une nouveauté pour l'écosystème israélien, un phénomène que l'on n'observe que depuis 2 ou 3 ans. On en parle avec Déborah Margalit, qui s'y connaît bien. Elle est cofondatrice de Tidex, une société qui permet l'accélération de la croissance des startups.
Déborah Margalit, si j'ai souhaité vous interviewer aujourd'hui, c'est parce que je pense que vous êtes la bonne personne pour nous expliquer la transition que l'on observe ces 3 dernières années en Israël, le passage des ventes de sociétés, le célèbre exit, à la cotation en bourse, l'IPO. Comment est-ce que vous expliquez tout ça ? Oui, donc en effet, comme vous l'avez dit, Israël est passé en fait de ce qu'on appelait la Startup Nation, le pays où l'exit était roi, avec comme but de vendre sa société à une multinationale étrangère le plus rapidement possible. Donc ça, c'était le cas dans les années 2000, à un pays en fait de scale-up, ce qu'on appelle les scale-up, c'est nombreuses sociétés qui veulent grossir tout en restant indépendantes et qui ont pour ambition vraiment de devenir des acteurs conséquents sur le marché mondial. Aujourd'hui, par exemple, on a une 60aine de licornes israéliennes, ces sociétés qui sont évaluées à plus d'1 milliard de dollars, alors que la France, par exemple, n'en compte que 25. Et en 2021, c'est plus d'une 50aine de startups israéliennes qui ont été introduites en bourse. Et un des facteurs essentiels, en fait, qui explique ce phénomène, c'est l'afflux massif de capitaux dans les startups israéliennes qu'on a pu voir ces 3-5 dernières années. En 2021, c'est plus de 25 milliards de dollars qui ont été investis dans les startups israéliennes. C'est énorme. C'est 2 fois plus qu'en 2020 et 8 ou 10 fois plus que 10 ans avant. Et encore une fois, c'est pas que je veux comparer tout le temps avec la France, mais juste pour donner un chiffre, en France, sur la même année 2021, ce n'est que 11 milliards d'euros qui ont été investis dans les startups françaises. Donc, on est à plus de 2 fois ce chiffre-là en Israël. Et autre chose aussi qui est assez nouveau et qui a beaucoup aidé l'écosystème israélien, c'est le phénomène, en fait, de ces levées de fonds tardifs à un stade plus avancé de la croissance, donc ce qu'on appelle les rounds C, D et même parfois I. Et donc, ces dernières années, on a vu des tours de table, beaucoup, des dizaines et des dizaines de tours de table à plus de 100 millions, 200 millions de dollars. Et c'est devenu, en fait, assez courant. Et c'est tous ces investissements-là qui ont donné aux sociétés israéliennes les moyens de leur croissance. Ils ont permis de créer un espèce de cercle vertueux dans lequel les sociétés israéliennes ont plus de moyens, veulent rester en Israël, embauchent localement, achètent même d'autres sociétés israéliennes, ce qui permet donc au final d'agrandir le pool de talents et pas seulement dans les fonctions, ce que j'appellerais technologiques core, mais aussi on a vu ces dernières années plus de demandes pour les fonctions un peu périphériques, sales, marketing, finance, etc. Alors qu'avant, très souvent, on avait le R&D, la recherche qui était en Israël, et puis hop, les sales et marketing, tout partait aux États-Unis. Là, maintenant, on commence à avoir une production israélienne, c'est ça ? Mais alors complètement, c'est ça. C'est-à-dire que dans les années 2000, Israël, c'était un peu le R&D center de toutes ces multinationales étrangères. Et aujourd'hui, pas du tout. Les scale-up, donc ces sociétés qui sont déjà assez conséquentes, veulent garder leur management en Israël. Donc ça a créé en fait aussi plein d'opportunités pour les Olim comme nous, en fait, parce qu'il y a 20 ans, quand moi je suis arrivée, il n'y avait pas toutes ces possibilités dans la high-tech pour les Français, les Américains, etc. Et puis évidemment, un dernier point à mentionner, c'est bien sûr tout ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années, le Covid et tous les nouveaux besoins en digitalisation qui sont venus avec le Covid et le remote working, etc. Le marché a littéralement explosé et ça a été très, très favorable à la high-tech en général et en particulier à la high-tech israélienne. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question parce que c'est quand même votre domaine, le scale-up, donc aider ces sociétés à passer de start-up à société. Mm-hmm. Est-ce que, selon vous, cela montre une certaine maturité des sociétés israéliennes, de l'écosystème israélien ? Et vous qui connaissez justement les écosystèmes européens et américains, puisque vous y avez travaillé, est-ce que vous pensez qu'on est prêt ici aujourd'hui en Israël à avoir de vraies multinationales au drapeau blanc-bleu ? Et quand je parle de multinationales, je parle peut-être dans 10 ans, parce que bon, on a des grandes sociétés qui ont été cotées en bourse dernièrement, mais il faut que ça tienne, il faut que ça dure. Tout à fait. D'abord, je suis d'accord avec vous que c'est clairement le signe qu'on est rentré dans une nouvelle phase de croissance de l'écosystème high-tech israélien, où on a de plus en plus de grosses sociétés qui, comme je le disais, agissent au niveau mondial, notamment dans le secteur du cyber ou de la fintech. Là, on a vraiment des grosses sociétés. On peut citer des dizaines de boîtes israéliennes qui ont décollé ces dernières années, qui ne sont plus vraiment des startups à proprement parler, puisqu'elles ont des milliers d'employés, des bureaux partout dans le monde, et comme vous l'avez dit, elles sont certaines cotées en bourse, notamment sur le marché américain, le Nasdaq et le New York Stock Exchange. Maintenant, bien sûr, il faut quand même faire un peu la différence entre scale-up et vraiment ce qu'on appelle au niveau européen et américain enterprise. On n'y est pas encore. C'est-à-dire que oui, ces boîtes-là, elles ont des milliers d'employés, elles sont sur le chemin, mais les grosses boîtes européennes et américaines, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'employés. Donc, on n'y est pas encore, mais je suis tout à fait confidente qu'en effet, comme vous disiez, sur les 5 à 10 prochaines années, on espère en effet qu'on y arrivera. Exactement. Depuis quelques semaines, de nombreux journaux tirent la sonnette d'alarme sur une bulle du high-tech israélien qui serait en train d'exploser. J'ai souhaité savoir ce que mes experts en pensaient. Il y avait une bulle qui existait l'an dernier. On a vu énormément de sorties en bourse
de sociétés israéliennes, je crois qu'il y en a eu plus d'une quarantaine, avec des valorisations exceptionnelles, c'est-à-dire des licornes. Soit les unicorns, tout à fait. Des unicorns avec des valeurs de milliards de dollars, etc., sur des chiffres d'affaires qui n'avaient rien à voir, c'est-à-dire des multiplications au niveau de la valeur par rapport à ce qu'ils vendent réellement, qui étaient véritablement exceptionnelles. Maintenant, si on en revient à des considérations plus sereines au niveau économique, on dit OK, voilà ce qu'ils vendent, voilà ce qu'ils attendent, etc., voilà leurs coûts, on arrive à des valeurs qui sont assez différentes, et c'est ce qu'on voit sur le marché. Je veux dire, des sociétés qui se sont fait, quasiment couper en 2 et en 3 au niveau de leur valorisation. Je pense pas qu'on peut s'étonner par rapport à certaines. Maintenant, on a eu aussi pas mal de sorties en bourse qui étaient un petit peu borderline, ce qui s'appelait SPAC, c'est-à-dire il y avait tellement d'argent sur le marché qu'on faisait une espèce de cocktail avec toutes ces boîtes-là et qu'il y avait des gens qui achetaient des actions qui étaient un cocktail, ils savaient pas exactement ce qu'ils achetaient, mais on était capable de les sortir en bourse. Donc ça, un petit peu, je pense, comme le pendule a été très loin, à mon avis, dans les 2 dernières années, il est redressé. Ça veut pas dire que le monde va s'écrouler demain matin. On est dans une période où il y a un assainissement des choses, où on va vraiment voir une sélection quelque part des startups qui sont vraiment utiles et les différencier de celles qui sont des nice to have, on va dire. Et on va voir vraiment celles qui vont tenir, ça va être les startups qui sont aussi celles qui génèrent du revenu, parce qu'on ne peut pas justifier de valorisation à 1 milliard ou plus quand on n'a quasiment pas de revenus. Ça, c'est une évidence. Donc, on écoute un petit peu les analyses des experts, etc., qui ont vécu d'autres crises, y compris en Israël, des crises similaires dans le passé. Par exemple, Startup Nation Central, qui ont des équipes entières de chercheurs sur ce genre de sujet et qui nous disent que dans le passé, ce qu'ils ont vu, c'était des cycles de 8 mois. De 8 mois de baisse et de 8 mois où ça remonte. Donc, si c'est le cas, on est en ce moment dans cette période de baisse. Il ne faut pas oublier, il y a quand même une grande instabilité économique au niveau mondial et Israël n'est pas immune à ce qui se passe dans le monde, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, les taux d'intérêt qui grimpent, etc. Donc, c'est au niveau mondial que le secteur est impacté. Par exemple, même les plus grosses boîtes, Amazon, Google, Facebook, etc., le sont. Facebook, si je ne me trompe pas, a perdu 25% de sa valeur en un jour au mois de février, ce qui est complètement dingue. Mais clairement, voilà, c'est le signal que le climat a changé. Il est plus difficile de lever des fonds aujourd'hui. Beaucoup de sociétés ont un peu décaler ou retarder leur rêve de IPO, etc. Mais je pense que, encore une fois, c'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt quelque chose de cyclique. Et les sociétés qui sont solides, qui ont un vrai produit et une vraie demande, et ça, il y en a quand même, c'est la plupart des sociétés, je pense qu'elles sauront tirer sur le long terme leur épingle du jeu. Contre tout pronostic, le petit État d'Israël a réussi à devenir une puissance économique importante, et cela, en grande partie grâce au développement de la haute technologie. Et c'est justement cette force technologique qui, avec les années, a eu un effet de ricochet sur tout le rayonnement d'Israël. Comme le journaliste Daniel Haïk le faisait remarquer il y a quelques semaines, au moment de la mort de Shirin Abu Akleh, Israël a su dépasser ce moment de crise politique grâce aux relations privilégiées qu'il a développées avec de nombreux pays ces 15 dernières années. Ces relations se basent sur un échange de différents savoirs, symbole de son expertise dans de multiples secteurs qui ont donné et donnent aujourd'hui à Israël un statut tout particulier. Et il semblerait, comme le disent nos experts, que ce n'est que le début. C'était Makoré, le podcast de Studio Qualité avec Eliana Gerfinkiel. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et laissez-nous une note de 5 étoiles si vous avez aimé. À très vite au prochain épisode.